l'intelligence artificielle de manière plus spécifique. Alors, au-delà de ces activités, ben, j'ai trois autres cordes à mon arc. Je suis professeur à HEC, donc je ne fais pas partie de la cohorte de mes collègues enseignants-chercheurs, mais de la cohorte des professeurs professionnels. Dans le cadre à la fois de mes activités de consultant et de professeur, je suis auteur d'assez nombreux ouvrages sur les trois thèmes qui m'intéressent, la stratégie, le numérique et évidemment l'intelligence artificielle. Et puis je suis très investi, j'ai un champ d'investissement personnel citoyen très, très important pour moi, puisque je suis officier de réserve, je suis colonel de gendarmerie de réserve, membre du cabinet du directeur général de la gendarmerie, et à ce titre, associé à des sujets sur la stratégie et l'innovation de cette belle institution. Si certains d'entre vous souhaitent live tweeter, parce que j'imagine probablement on a peut-être quelques étudiants et puis aussi quelques geeks que je connais bien. Si vous souhaitez le live tweeter, voici quelques éléments pour, partager un certain nombre de contenus, de statistiques ou de faits qui pourraient vous intéresser. Donc moi sur Twitter, je suis @casals, Cage et CageBS. Et donc j'ai créé un hashtag pour la circonstance, je ne sais pas si c'est le bon, mais Technomède. L'association m'excusera si vous en aviez un créé un différent spécifique. Comment donc j'ai prévu de fonctionner? Bah, de manière relativement classique, au sens où comme l'intelligence artificielle est un sujet à la fois très discuté et à la fois très méconnu, j'aimerais commencer par vous donner quelques éléments d'éclairage, à la fois d'éclairage historique et puis d'éclairage conceptuel, une définition. Ensuite, dans une deuxième partie, je vous donnerai quelques éléments d'éclairage sur le fait que nous sommes dans un momentum de l'intelligence artificielle qui est lié à la conjonction de plusieurs facteurs, la technologie, l'accès à des données numériques, et puis ceci croisé avec quelque chose de plus ancien qui sont les mathématiques. Et nous verrons ensuite quels sont les usages, et notamment les usages dans les organisations de manière générale, et puis les entreprises de manière plus spécifique. Et j'ai prévu pour finir, dans le cadre de 3 quarts d'heure d'intervention, d'évoquer quelques pistes de contribution possible de l'intelligence artificielle à la crise que nous vivons aujourd'hui, à la fois d'un point de vue managérial et puis peut-être dans sa résolution sanitaire. Voilà l'articulation. Normalement, je pense que cette intervention est filmée. J'ai cru voir apparaître un petit message d'enregistrement. Et par ailleurs, je vous donnerai l'accès à mon support PowerPoint si vous le souhaitez en fin d'intervention. Alors, un peu d'histoire. Peut-être une personne très spécifiquement intéressante dont on peut dire qu'il est peut-être le père fondateur ou un des pères fondateurs de l'intelligence artificielle, extrêmement connu, un Britannique, Alan Turing, dont la contribution historique pendant la Deuxième Guerre mondiale est surtout d'avoir décrypté une machine de chiffrage des messages militaires allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette machine dont vous voyez une photo à côté d'Alan Turing, jeune, c'est la machine Enigma. Et donc Alan Turing, pendant toute la Deuxième Guerre mondiale, a travaillé sur le décryptage complexe de cette machine qui n'était pas une machine électronique, comme vous pouvez le voir, une machine mécanique. Et l'ayant fait sur la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il a réussi à décrypter les messages de l'état-major militaire allemand. On affirmerait qu'il a contribué ainsi, c'est difficile à évaluer, mais peut-être pratiquement à sauver 20 millions de personnes lors du conflit. Et je vous invite, si vous ne l'avez pas déjà fait, à assister, enfin à regarder un film qui relate cette aventure assez extraordinaire qui est The Imitation Game, et qui relate aussi la vie très, très poignante de cette personne, parce que Alan Turing, donc en dépit de son intervention extrêmement importante que je viens de décrire,
a eu une fin de vie assez terrible, puisque au lendemain de la guerre, il n'était pas considéré comme un héros. Il était homosexuel et à cette époque, c'était totalement illégal au Royaume-Uni. Et donc, il a fini condamné, castré chimiquement. Il s'est suicidé avec une pomme empoisonnée. Et de là est née une légende qui a été un peu contredite. Enfin, on ne saura vraiment jamais. Peut-être cette pomme empoisonnée aurait contribué à donner des idées au fondateur d'une autre grande entreprise de technologie qui était Apple. Euh, on n'en est pas certain, mais en tout cas, je trouve l'histoire assez intéressante. 1956, c'est le moment officiel, c'est la date de naissance officielle de l'utilisation du terme de l'intelligence artificielle lors d'un séminaire de recherche à l'université de Dartmouth. Première utilisation, et donc cette plaque commémorative de l'université de Dartmouth rappelle ce moment. Et vous voyez ici, finalement, les pères fondateurs, de cette technologie, dont les deux plus connus, les deux principaux sont les deux sur la gauche en haut, John McCarthy, euh, qui était professeur à Dartmouth, et Marvin Minsky, qui était professeur au MIT. Et donc de ce congrès fondateur de 1956 est née, parmi les très nombreuses définitions, la première qui a été utilisée par Minsky justement, qui définit l'intelligence artificielle comme, et c'est vraiment important de le dire, la construction de programmes informatiques, c'est de ça qu'il s'agit, de programmes informatiques, qui s'adonnent à des tâches qui sont, pour l'instant, accomplies de façon plus satisfaisante par des êtres humains, car elles demandent des processus mentaux de haut niveau, tels que l'apprentissage perceptuel, l'organisation de la mémoire et le raisonnement critique. Donc, deux choses importantes, le lien entre des programmes informatiques et des processus mentaux humains qui commençaient également à cette période, fin des années 50, début des années 60, à faire l'objet de recherches scientifiques de haut niveau. Alors si on regarde un petit peu sur une timeline, une ligne du temps, quelles sont les grandes étapes, vous constatez qu'entre cette conférence initiale de 56 et puis la première victoire d'un ordinateur sur un homme au jeu d'échecs en 1997, on a eu pratiquement 20 ans de ce qu'on a souvent appelé, les chercheurs et les personnes intéressées, l'ère glaciaire de l'intelligence artificielle. Les concepts existaient, mais on n'avait pas réussi finalement à en faire un usage très spectaculaire. À partir du début des années 90, un peu avant 97 même, c'est l'arrivée massive dans les entreprises et les organisations de l'informatique individuelle, avec des performances informatiques très très supérieures à partir de la fin des années 80, mais surtout des années 90, une montée en puissance des technologies. Arrivée également, alors 1989 ou 1991 selon ce qu'on regarde, mais naissance du web en Suisse, dans l'Institut de physique nucléaire, le CERN. Et donc, parallèlement, donc, on a la montée du numérique, du web, et puis la montée en puissance de la puissance des ordinateurs, qui va être pratiquement exponentielle, qui arrive à peut-être à un moment très important, la victoire des ordinateurs sur des jeux beaucoup plus complexes que les jeux d'échecs, le jeu de culture Jeopardy. Donc ça, c'est un moment important. Et puis on voit arriver à partir de là, souvent poussé par l'innovation des GAFAM, un certain nombre de technologies du quotidien, les premiers assistants personnels vocaux, mais on a la traduction automatique qui est sur notre téléphone portable. Finalement, comme on le verra, l'IA, au début des années 2000, entre dans nos vies. Et là, nous entrons dans un moment encore plus spectaculaire où peut-être on pourrait encore voir une montée en puissance avec une idée qui est portée par les transhumanistes et puis par un certain nombre d'auteurs, mais dont je ne fais pas partie, avec l'idée que l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui dite faible,
sans conscience, juste des programmes informatiques, pourrait acquérir une conscience artificielle et dépasser l'humain. Le champ prospectif est en tout cas très probablement très lointain. Alors, le renouveau de l'IA, il est lié à 3 facteurs principaux. Le premier, c'est la montée en puissance et l'incroyable démocratisation des usages numériques dans le monde. Je ne vais pas vous assommer de statistiques, mais là, par chance, ce rapport qui est très connu, qui est un rapport de We Are Social et de Hootsuite, qui est publié plusieurs fois dans l'année, depuis des années, donne quelques statistiques au mois d'avril, quelques éléments d'orientation. Hein. L'humanité frôle les 8 milliards d'habitants, et vous voyez que sur les 8 milliards d'habitants, les 2 tiers aujourd'hui possèdent un téléphone mobile, donc vous imaginez à quel niveau sociologique, parfois même de grande pauvreté, on arrive. Presque tous les humains aujourd'hui ont un téléphone mobile, et l'usage Internet a dépassé les 60%. Vous voyez d'ailleurs que là aussi, l'usage des médias sociaux, Facebook, YouTube, mais également les messageries instantanées comme WhatsApp, notamment dans les pays en voie de développement, fait qu'aujourd'hui, on a un usage numérique absolument massif. Un deuxième élément de transformation est lié à un point de technologie qui est très, très, très méconnu du grand public, qui est la transformation contrainte des adresses IP. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une adresse IP? Une adresse IP, hein, c'est un petit peu de technologie, c'est la plaque d'immatriculation de tout objet technologique connecté à Internet. Alors, qu'est-ce que c'est que ces objets connectés à Internet? Ça peut être évidemment votre ordinateur fixe ou votre portable, ça peut être votre téléphone mobile, votre tablette, ça peut être votre télévision, hein, qui est un objet connecté, et puis ça peut être d'autres machines, dans un certain nombre de cas, votre automobile, ou d'autres objets du quotidien ou des objets industriels. Et en haut de ma diapositive, vous voyez la vieille adresse IP, dite IPv4. IP, ça veut dire Internet Protocol, V version 4, que vous voyez peut-être HTTP avec une suite de 4 nombres compris entre 0 et 255. Et en fait, il est arrivé aux adresses IP, ce qui est arrivé aux plaques d'immatriculation automobile en France il y a quelques années, on est arrivé au bout du stock. Donc on a transformé la syntaxe, la grammaire, l'organisation des adresses IP, et vous voyez la nouvelle version dite IPv6. Alors vous allez me dire, mais quelle est l'importance de cette chose qui paraît extrêmement technique? C'est la reconstitution du stock. Aujourd'hui, nous disposons de 3,4 10 puissance 38 adresses IP. Et j'aime beaucoup cette image qui indique que pour épuiser le stock, il faudrait placer 667 millions de milliards d'appareils connectés à Internet sur chaque millimètre carré de la surface de la Terre. Alors l'impact de ça, couplé avec l'arrivée de la 5G, et dont le leader chinois Huawei est très controversé, c'est la montée en puissance d'un nombre fulgurant, et vous voyez la courbe qui est pratiquement exponentielle, d'objets connectés du quotidien. Alors, cette connexion individuelle que j'ai évoquée, plus cette connexion industrielle, crée le phénomène bien connu du big data, qui est le carburant authentique de l'intelligence artificielle. Et vous voyez que nous n'en sommes authentiquement qu'au tout début du phénomène, puisque dans un horizon d'une dizaine d'années, on va pratiquement multiplier par un facteur de 15, un peu moins de 15, en tout cas entre 10 et 15, la quantité de données produites par les humains, mais aussi surtout par les machines. À tel point qu'aujourd'hui, cette industrie, cette production massive de données du big data suggère une métaphore qui est les données, c'est le pétrole du 21e siècle. Alors la métaphore pétrolière est assez intéressante parce que finalement, et là on va se rapprocher de notre sujet enfin de l'intelligence artificielle, on va avoir ce sujet de l'extraction de la donnée, alors qui contrairement au pétrole est pratiquement illimité, alors que le pétrole est une matière première en voie de raréfaction.
Mais aussi, une fois qu'on a récupéré cette donnée, on va devoir la raffiner, la purifier pour pouvoir l'utiliser et en avoir des usages en intelligence artificielle. Et donc, vous voyez que quand on regarde un petit peu de quoi est constitué ce big data, un tout petit peu, une part relativement minoritaire, ce sont les données qui sont présentes dans le système d'information, dites données du business sur mon schéma. Ensuite, vous voyez que finalement, la part de la production des données humaines, les emails, les commentaires sur les médias sociaux, le milliard de sites web et les pages existantes, ben finalement, c'est important, mais pas si important que ça. L'essentiel de ce phénomène va être constitué par les données des machines et les données des objets connectés. Et alors, ce qu'on voit, ce qui est intéressant, c'est que finalement, là aussi, dans la nature des données traitées, euh, finalement, ce sont des données auxquelles on n'est pas très habitué, qu'on n'est pas très habitué à traiter dans l'entreprise, qui sont ce qu'on appelle les données non structurées. Alors, pour simplifier, les données structurées, ben, c'est tout ce qu'on utilise dans une entreprise, dans des tableurs ou dans des fichiers. Et les données non structurées, ben, c'est le texte, le son, l'image et puis les vidéos. Et vous voyez que finalement, l'enjeu de traitement de la donnée aujourd'hui est essentiellement un enjeu de traitement des données non structurées. Alors, excusez-moi, le traitement des données, ben, il va commencer par un retour aux mathématiques. Alors, c'est un petit peu de provocation ce que je fais, mais si on considère l'utilisation des mathématiques, son éducation dans les petites classes de l'école primaire jusqu'à son utilisation professionnelle, vous avez une montée en puissance progressive de l'enseignement d'abord de l'arithmétique élémentaire, de la géométrie, et puis dès qu'on arrive au collège, l'algèbre, puis en fonction des spécialités au lycée, peut-être la trigonométrie, peut-être les nombres complexes, peut-être le calcul intégral. Et puis après, lorsqu'on est en classe préparatoire ou qu'on suit des études scientifiques, d'ingénieur, on va avoir des calculs avancés. Et puis, quand on revient en entreprise, pouf, on retombe lourdement sur le fichier Excel. Et je suis sûr que même les étudiants de Cage ou des grandes écoles qui m'écoutent s'en sont rendus compte, et tous mes collègues professionnels le savent. Alors, il se trouve que quand même, là, pour l'intelligence artificielle, on va devoir utiliser des mathématiques. Et pour le coup, pas des mathématiques très sophistiquées. Ce que vous voyez là, cette liste un petit peu abstraite à la fois d'auteurs et puis de notions mathématiques, vous voyez surtout les dates à côté, hein, McCulloch et Pitts, définition d'un neurone formel. Alors un neurone formel, ben, qu'est-ce que c'est? C'est la représentation mathématique d'un neurone humain. Et puis peut-être la chose la plus importante, et d'ailleurs je vous ai montré par curiosité la fonction mathématique qui en découle, c'est Rosenblatt 58, Widgeow et Hoff, processus d'apprentissage avec un perceptron. Alors un perceptron, ben, c'est un neurone artificiel. C'est le sous-jacent scientifique de l'intelligence artificielle. Donc cette espèce de formule mathématique un peu bizarre avec des coefficients, des x, des sigma, un certain nombre de symboles mathématiques, c'est ce qui va permettre de faire fonctionner scientifiquement l'intelligence artificielle. Alors ça, c'est un point qui est important, parce qu'on va avoir une équation de fonctionnement de l'IA à partir d'un carburant dont je vous ai donné quelques éléments, qui sont les données numériques, carburant à la production constante et pratiquement illimitée. Deuxième élément, des sous-jacents mathématiques, souvent assez anciens. Et vous voyez d'ailleurs entouré en rouge ce qui paraît le plus récent, qui date de 1980, avec un des co-auteurs, Yann Lequin, perceptron multicouche avec mécanisme d'apprentissage performant et rétropropagation du gradient. Ça, c'est ce qu'on appelle le deep learning. Et c'est à partir de ce fondement mathématique qui date des années 80 que l'IA actuelle décolle. Et c'est intéressant de noter que finalement, au fondement de ce décollage scientifique, on a une personnalité qui est une star authentique de l'intelligence artificielle au niveau international, qui est un Français, Yann Lequin, qui est patron de la recherche sur l'intelligence artificielle de Facebook, et qui a été
il y a eu un prix tout à fait extraordinaire, mais très peu médiatisé, à ma grande tristesse, qui est le prix Alan Turing. Le prix Alan Turing, c'est l'équivalent pour les informaticiens du prix Nobel ou de la médaille Fields en mathématiques. Et il n'est que le deuxième Français, je pense, à être honoré d'une récompense de niveau international de ce niveau. Alors, données d'un côté, premier élément de l'équation, mathématiques, mais plutôt des vieilles mathématiques, entre guillemets. Et puis troisième élément, montée en puissance des technologies. Alors avec un choc, hein, il y a 2 ans, l'arrivée de cet ordinateur, le NVIDIA DGX 1, qui n'est absolument pas connu du grand public, avec un prix qui est certes très supérieur à un prix d'appareil personnel, hein, 129 000 $, 100 000 euros grosso modo, et avec une petite indication 170 TF, qui signifie 170 teraflops. Et teraflop, c'est une unité qui donne, qui indique la puissance de calcul d'un ordinateur. Et en fait, ça signifie 170 000 milliards de traitements à la seconde. C'est-à-dire qu'un ordinateur qui est accessible à une PME est capable de traiter à la seconde 170 000 milliards d'opérations. Et il ne s'agit que d'un ordinateur pratiquement basique, professionnel, mais basique. Si on regarde les ordinateurs les plus puissants du monde, le plus puissant du monde aujourd'hui, c'est le Summit. C'est un Américain. Alors lui, il produit pratiquement 150 pétaflops de puissance. 150 millions de milliards d'opérations à la seconde. Vous retrouvez d'ailleurs dans ce schéma intéressant, on retrouve l'opposition géopolitique entre les États-Unis et la Chine, qui sont les leaders de la même manière que les GAFAM affrontent les BATX chinois. On retrouve ce même bras de fer sur la technologie. Et vous voyez Pangea 3, alors ça c'est le super ordinateur de Total, qui appartient au top 10, mais qui est quand même loin derrière, comme tous les ordinateurs européens d'ailleurs. Le nouveau qui va arriver, toujours un Américain, en 2021, va être grosso modo 10 fois plus puissant que le Summit. On va arriver dans les hexaflops. 1,5 milliard d'opérations à la seconde. Et demain, ah oui, j'avais mis quelques éléments pour que vous puissiez voir un peu quelle était la puissance. Alors une bande passante qui correspond à 100 000 vidéos en HD à la seconde. Ce qui est intéressant peut-être pour se rendre compte un peu de cette puissance de traitement, c'est on se disait si chacun des humains faisait une opération à la seconde, il faudrait 6 ans de travail de tous les humains pour atteindre la puissance de calcul de frontière pendant une seconde. Et vous voyez que là, on est dans des choses qui sont importantes. C'est la taille de 2 terrains de basket, c'est 90 miles de câble, donc c'est un gros système. Demain, et là on est plutôt un peu dans la recherche et développement, l'informatique quantique va permettre, donc vous vous souvenez, 1,5 hexaflop, c'est-à-dire 1,5 milliard d'opérations à la seconde. Dès que l'informatique quantique va être stabilisée, ce qui n'est pas encore le cas, on aura pratiquement 100 millions de fois plus vite que Frontier. Donc vous voyez, on est sur des chiffres inimaginables, hein, qui sont des millions de milliards d'opérations à la seconde. Les acteurs technologiques de ceci sont évidemment nos amis les GAFAM. Et vous voyez que finalement, on retrouve dans les grands leaders sur ce marché du cloud, dans lequel l'intelligence artificielle comme un service est essentiel, Amazon, le leader mondial, Microsoft avec sa plateforme Azure, Google avec sa plateforme Google Cloud Platform, et Alibaba qui les rattrape à toute vitesse. Alors comment ça marche? D'abord, c'est un croisement de 3 notions hein, qu'on qu'on appelle science des données, data science, qui va croiser ce champ mathématique que j'évoquais, ce champ informatique, là aussi que j'ai décrit, et puis un domaine d'expertise, qui peut être un domaine industriel, un service public, ou un domaine sanitaire ou biologique, enfin n'importe quel type de domaine. Et donc c'est ce croisement de l'expertise humaine, de l'informatique avec la puissance incroyable que je viens de décrire,
incluant l'accès à des données numériques, et des mathématiques qui va permettre de donner naissance à l'intelligence artificielle. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne en fait par un système qui est l'apprentissage automatique. On parle aussi plutôt de machine learning. Donc en fait, on va partir d'un jeu de données, hein, par exemple un tableau Excel, et puis ben, on va essayer de trouver un modèle mathématique, un algorithme, qui va permettre de comprendre les données avec une fonction de prédiction. Et je vais vous donner un exemple très simple. Et puis une fois que on a fait ce travail, qui est typiquement le travail du data scientist, on va l'appliquer à d'autres données, et puis on va calculer ce qu'on appelle un taux de prédiction. Alors c'est un petit peu abstrait. J'ai choisi de vous faire un exercice alors qui n'est pas du tout dans le big data et qui est avec des mathématiques très très simples. Donc si vous n'avez pas de niveau en mathématiques, vous devriez comprendre comment ça fonctionne sur un cas, mais de la plus grande simplicité possible. Voilà mon problème. J'ai un tableau Excel avec une variable qui est l'âge de 10 salariés. Et je dispose du salaire mensuel de ces salariés. Et donc j'aimerais trouver une fonction mathématique qui me permette, en fonction de l'âge, de prévoir le salaire. Ça, c'est ce qu'on appelle une fonction de prédiction. Alors pour ça, je vais utiliser un outil puissant qui est Excel. Et donc, je fais une représentation graphique très simple de mon tableau sur un graphique très simple. Même si on n'est pas très mathématicien, on a l'impression qu'il y a un lien entre l'âge et le niveau de salaire. Alors, grâce à Excel, je fais un bouton droit de la souris, je vais avoir une fenêtre qui s'affiche, afficher les courbes de tendance. Là, on me propose des régressions. Je choisis la plus simple, la régression linéaire, qui va me permettre de trouver la meilleure droite d'alignement. Et Excel me calcule automatiquement cette droite, il la trace, et il me donne l'équation de régression. Et vous voyez qu'ici, par exemple, l'équation de régression, c'est y égale 138x moins 370. Donc si je remplace x par 30, j'ai y qui est le salaire prévisible d'une personne à 30 ans. Et vous voyez que ça correspond à peu près à ce qu'on voit sur la courbe. Alors, il y a plusieurs types d'équations de régression. Et comme je suis une personne curieuse, j'ai testé plusieurs modèles de régression. Alors par exemple, régression polynomiale de degré 2, c'est une équation toujours simple avec des x, mais des x au carré. Vous voyez que du coup, la courbe est un petit peu incurvée. Si je fais une tentative, petite erreur sur mon support, avec une régression polynomiale de degré 3, en fait avec un x3 dans la formule, vous voyez là aussi qu'il y a une petite inflexion de la courbe. Donc c'est quelque chose qui est intéressant, vous voyez. Pour résoudre un même problème, on a plusieurs modèles mathématiques qui peuvent s'appliquer, et c'est vraiment la responsabilité des humains, et pas des machines, de faire cet arbitrage, qui est un arbitrage scientifique et de bon sens, sur la meilleure fonction de prédiction qui peut être liée à un jeu de données. Alors là, on est sur un problème d'une simplicité collège. Imaginez maintenant ce même type de problème sur des données avec non pas une seule colonne de X, mais parfois des milliers, voire des millions de colonnes de X dans un super tableau Excel. Et là, vous imaginez qu'effectivement, les mathématiques qui vont s'appliquer sont très, très différentes de cette chose extrêmement simple que je vous montre. Derrière, eh bien, c'est un développement exponentiel de l'IA. Hein. Donc, je vous rappelle vraiment, on a le carburant, ce sont les données. Ensuite, on a les technologies qui sont capables de faire des traitements de calcul avec des millions de milliards d'opérations à la seconde. Et puis derrière, beaucoup d'usages du quotidien. De fait, l'intelligence artificielle est déjà dans nos vies, hein. Mais elle ne nous fait pas peur. Alors, les enceintes connectées, ça fonctionne plus aujourd'hui aux États-Unis qu'en France, mais c'est un peu en train de décoller, hein, Google Home, Alexa, etc. Les applications toutes simples de GPS, hein, Waze, Google Maps, les robots conversationnels, mais c'est Google tout simplement hein, qui, par l'intelligence artificielle, lorsque vous commencez à taper une requête, il commence à la comprendre avant même que vous n'ayez fini. Et puis avec des fonctions, par exemple, de traduction, qui sont devenues basiques et qui fonctionnent avec cette intelligence artificielle que j'ai décrite. Dans les organisations, ça va se matérialiser par trois types de choses. Un management descriptif, c'est la capacité
que nous avons, grâce à l'IA, de comprendre des phénomènes complexes. Par exemple, une maladie, j'y reviendrai. Le deuxième élément qui est encore plus passionnant, c'est ce qu'on appelle le management prédictif. Prévoir des phénomènes avant qu'ils ne se produisent. Prévoir qu'un client va être un mauvais payeur avant même qu'on ait eu une relation commerciale avec lui. Prévoir un développement épidémique. Et puis, il peut y avoir aussi ce qu'on appelle un management prescriptif, c'est-à-dire l'automatisation, la robotisation d'un certain nombre de processus. On appelle ça Robotic Process Automation, qui ne consiste finalement qu'à confier à des robots logiciels des choses qui sont aussi simples que se connecter à un système d'information, copier-coller des données, récupérer des fichiers, lire des bases de données, extraire certaines de ces données, extraire des données du web, faire des calculs, ouvrir des emails. Voici quelques-unes des fonctions que vous pouvez combiner et qui peuvent être utilisées notamment dans des services administratifs ou dits de back-office. Alors, dans la crise du coronavirus, évidemment, l'intelligence artificielle peut avoir son importance. Ce qui est intéressant de noter, c'est que on a vu apparaître, voire utilisé même par des hommes d'État, le ministre Véran de la Santé en début de crise, qui nous montre en fait des modèles mathématiques prédictifs, qui sont maintenant utilisés avec plus ou moins de succès sur le fond, sur toutes les chaînes de télévision. Cette courbe-là, elle montre un peu comment l'analyse de données va permettre finalement d'être une aide à la décision pour les politiques. Et vous voyez effectivement le risque qui était présenté sur le Covid-19, sans confinement et sans mesures barrières, une envolée épidémique qui aurait mis à genoux nos systèmes de santé. Et grâce au confinement, finalement, tenir ce seuil et ne pas dépasser le seuil de saturation de notre système de santé. Ces courbes peuvent être beaucoup plus sophistiquées. Je vous en montre une toujours par curiosité parce que ça fait partie là aussi des courbes qui vont être des outils d'aide à la décision des décideurs, de comprendre des phénomènes. Et ces outils descriptifs qui peuvent traiter de très nombreuses données aident les décideurs à essayer de prendre des décisions les meilleures. Alors, ce que je vous propose, avant de conclure, c'est de vous montrer 3 petits films qui durent 1 minute et quelques chacun, pour que vous puissiez vous rendre compte, et vous verrez, il y a des sous-titrages si le son n'était pas optimal, pour comprendre l'enjeu de l'IA pour le coronavirus. How does AI work? And evolutionary net always that is recognized 5,000 people. The learning much faster. It is automatic. Those images finally massive. Yeah, AI can learn pneumonia. That's AI can also directly calculate the number and size, determining how severe. This move can put the efficiency double check on diagnosis. 100 more hospitals. You want to know more about mind-blowing technology? Alors, dans mon support, je vous ai mis plusieurs vidéos que vous pourrez regarder si vous êtes intéressé. Alors, l'idée, vous voyez, ça peut être typiquement... donc là, on est sur des sujets vraiment sanitaires, mais derrière, on peut avoir vraiment des chatbots. Je vous en ai indiqué un qui est utilisé, par exemple, sur WhatsApp.
Et donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne va certainement pas résoudre la crise du Covid de manière spécifique. En revanche, elle va pouvoir s'attaquer à un certain nombre de thèmes, à la fois sur des sujets, comme on l'a vu, de diagnostic, des sujets de prédiction, des sujets également de gestion des déplacements. Euh, En France, on a un certain nombre de polémiques sur doit-on télécharger ou pas une application qui va permettre de connaître les personnes infectées ainsi que leurs proches et d'en déduire un certain nombre de clés décisionnelles. Mais en tout cas, vous voyez que l'intelligence artificielle est au cœur de notre vie. Alors en conclusion, quelques éléments très simples. On n'est plus dans la science-fiction, et vous l'avez compris. Donc là, moi, qui suis un amateur de séries et de films d'anticipation, je vous indiquais un certain nombre de mes séries ou films préférés. Heure, qui est peut-être le plus émouvant, Black Mirror, le plus effrayant, suivi de près par Westworld ou Ex Machina. Aujourd'hui, cette littérature de science-fiction qui date typiquement des années 70, aujourd'hui, tout ce que j'ai décrit est authentiquement entré dans nos vies. Et nous n'en sommes vraiment qu'au tout début de l'intelligence artificielle. Les statistiques prospectives uniquement sur l'Europe montrent que très probablement dans les années qui vont venir, on va encore avoir une explosion exponentielle de ces technologies. A fortiori, avec la crise économique qui, hélas, va certainement être la suite de la crise du Covid, où les organisations et les entreprises vont rechercher des gains de productivité. À tort ou à raison, la technologie va être une des clés pour l'optimisation et la productivité. Donc il est assez probable, au-delà de tout débat politique ou idéologique, que la contribution de l'IA va être une contribution euh, à l'efficience opérationnelle dans beaucoup d'organisations. Ceci pose évidemment beaucoup de questions, d'enjeux éthiques et juridiques. Euh, quel est le droit de la donnée? Alors en Europe, on a arbitré sur un droit plutôt protecteur de la donnée, et j'imagine qu'à la fois les étudiants et a fortiori les professionnels qui m'écoutent, vous avez entendu parler du règlement général sur la protection des données, qui régit en Europe de manière très éthique le traitement des données, ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis, a fortiori en Chine. Et puis après, bah, beaucoup de sujets obscurs et difficiles à régler sur la responsabilité des IA, typiquement sur le schéma au-dessus du RGPD. Une voiture autonome est confrontée à un choix, tuer des passants ou tuer les personnes qui sont dans la voiture. Comment elle choisit? Comment on règle un tel algorithme? Comment on gère ça dans la vie quotidienne? Et on en revient finalement là aussi à des clés de la science-fiction des années 50, hein, pratiquement au même moment où l'IA est née à Dartmouth, on avait les bouquins de Asimov qui étaient écrits. Ceux qui connaissent la science-fiction connaissent les 3 lois d'Asimov qui sont liées aux robots, mais qui pourraient s'appliquer évidemment à l'intelligence artificielle. Aujourd'hui d'ailleurs, certains experts, à la fois praticiens, chercheurs, en entreprise, imaginent qu'on pourrait créer l'équivalent du serment d'Hippocrate pour les usagers et puis pour le développement de l'intelligence artificielle. Je vous montre l'un de ceux qui a été développé notamment par des Français, dont Aurélie Jean, qui est une des personnes référentes en France sur ces sujets, qui est le serment Holberton-Turing. Turing, vous savez ce dont il s'agit, Holberton, la première femme informaticienne de réputation mondiale. J'en ai fini, je vois qu'il est 11h46 de cette conférence. Donc si vous souhaitez télécharger ma présentation, je l'ai mise en ligne sur mon site web. Donc n'hésitez pas à la récupérer. Elle est libre de droit et d'utilisation. Donc si elle peut vous être utile, j'en serai ravi. Je la transmettrai de toute façon à Technomed si vous n'avez pas eu le temps de noter. Et donc je suis prêt maintenant à échanger avec vous et à répondre à vos questions.
Merci du coup pour la présentation, merci beaucoup. Alors, il y a déjà des questions dans le chat. On va déjà prendre celles-ci, celles qui sont arrivées un petit peu au fur et à mesure. Alors, oui, il y a moyen que que vous les lisiez. C'est bon? Là, je les vois pas. Hein. Non? Vous n'avez pas le chat? J'ai les QR, mais je vois pas de. Non, Ah, c'est ça y est. le chat, Ça y est. ouais, elles sont pas dans le Q&A. Une première question sur un peu un monopole, si Google arrivait à avoir la main, et une possibilité de dérive, quelles seraient donc les limitations qu'on pourrait décider de mettre en place? Ah, c'est un gros sujet complexe, hein, parce que finalement, aujourd'hui, les GAFAM, et si j'ajoute leurs alter ego chinois, les BATX, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, qui sont un peu leurs alter ego, aujourd'hui, ce sont des multinationales qui sont présentes partout dans le monde et qui finalement ne sont pratiquement incontrôlables par les États sur des sujets beaucoup plus simples que l'intelligence artificielle, ne serait-ce que le sujet fiscal. On voit qu'aujourd'hui, la taxation des GAFAM est un problème pratiquement insoluble. Donc sur les sujets de l'intelligence artificielle, il faudrait vraiment qu'il y ait un consensus mondial pour qu'il y ait un contrôle. Or, ce consensus semble très très difficile à imaginer, compte tenu du fait qu'on a une opposition très dure qui ne fait que s'amplifier avec la crise entre les États-Unis et la Chine. Donc moi, je suis pas forcément extraordinairement optimiste sur cette capacité de maîtriser les GAFAM. Tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'à partir du moment où une entreprise appartient plutôt à un pays assez démocratique, le risque est plutôt pour notre porte-monnaie qu'autre chose. Hein, Google, Facebook, Amazon, et aussi leurs alter ego chinois aujourd'hui, c'est la vente de leurs produits et de leurs services qui les intéresse. Là, le risque, pour moi, il est moins finalement sur ce sujet des GAFAM que sur le sujet de l'utilisation de l'IA par des États. Pour manipuler des élections, on a déjà vu Cambridge Analytica, ou dans le cadre de cyberattaques. Et moi qui suis donc officier de réserve de gendarmerie, je peux vous dire que la préoccupation de la cybersécurité a été amplifiée par la crise du fait du développement du télétravail. Et on a eu un virus biologique terrible. Espérons que nous n'aurons pas de virus numérique qui pourrait avoir des conséquences tout aussi terrifiantes. Donc c'est difficile et c'est plutôt anxiogène. D'où est-ce qu'on dans ça? Alors de manière générale, sur WhatsApp et se laver les mains, euh, au-delà de la plaisanterie, ce qu'il faut se dire, c'est que l'intelligence artificielle, dans les résultats qu'elle donne, elle ne donne qu'un résultat avec une approximation statistique. Et de manière générale, on considère en entreprise que le résultat d'une prédiction d'une IA est jugé plutôt correct quand l'IA arrive avec un score de prédiction de 80%. C'est clair que sur des sujets médicaux ou sanitaires, 80%, c'est un seuil de risque qui n'est pas acceptable. Donc on peut monter jusqu'à ce qui était vu sur le film 95 ou 99%. Mais en tout état de cause, une IA, c'est des mathématiques, ce sont des probabilités. Et donc, elle peut se tromper quand elle nous propose quoi que ce soit. Ah, la question qui suit est particulièrement intéressante. Parce que c'est un enjeu qui est très peu mis en exergue sur l'IA, qui est celui de la ressource énergétique. Oui, parce que ces fameux data centers, hein, j'ai parlé des technologies et de Summit, de Frontier, des supercalculateurs, mais de manière générale des data centers des entreprises, mais surtout des GAFAM, et ce sont des monstres en matière de consommation énergétique. À tel point aujourd'hui d'ailleurs qu'un des enjeux, les gens qui veulent faire de l'intelligence artificielle, c'est d'essayer de réduire les coûts de l'énergie, dont l'utilité est de refroidir ces machines monstrueuses qui font des milliards d'opérations à la seconde. Et donc les GAFAM aujourd'hui essaient de maîtriser, à la fois d'un point de vue écologique, mais aussi d'un point de vue économique, la consommation énergétique en allant dans des pays très froids, Islande, Groenland, Finlande, voire comme Microsoft l'a testé, sous la mer, avec des data centers sous la mer,
dont le refroidissement se ferait de manière naturelle. Mais l'enjeu énergétique est pratiquement l'enjeu le plus crucial au-delà même des développements technologiques spécifiques. Alors, intéressant la question un peu économique liée au PIB. Moi, je vais peut-être un peu déborder de l'espace qui m'était imparti en disant que, alors d'abord, il y a un sujet de la valorisation des data, mais la data unitaire, la data élémentaire, elle n'est pas comme le baril de pétrole, elle n'a pas de valeur. Elle n'a de valeur que transformée. Et la transformation, elle n'est liée qu'à un processus particulier. Guider une voiture ou analyser une IRM pulmonaire. Donc c'est difficile d'avoir des indicateurs synthétiques sur la valeur de l'IA et de la data. En revanche, il y a un vrai sujet de mesure de la viabilité ou de la croissance économique. Et d'ailleurs, peut-être que des critères autres que économiques pourraient enrichir l'évaluation du bien-être humain. Il y a des réflexions qui sont déjà menées sur ces sujets-là. Intéressant la question qui suit sur l'adaptation à l'inconnu. Non, justement, l'intelligence artificielle aujourd'hui, son carburant, ce sont des données, essentiellement des données historiques. Donc à partir du moment où on n'a pas de données historiques, il n'y a plus de possibilité de comprendre et de prévoir. Et effectivement, ce que la personne indique, c'est tout à fait exact, c'est aujourd'hui les algorithmes de recommandation, qui sont des algorithmes plutôt simples et anciens qui sont utilisés par les grands sites de e-commerce, dont évidemment Amazon, ne fonctionnent plus, ne font plus de bonnes prévisions parce que le comportement des consommateurs a totalement changé. Et on n'achète plus les mêmes types de produits. En tout cas, pendant la période du confinement, ça a été absolument incroyable. Et donc, du coup, les IA ne savent plus proposer. Donc, on est vraiment sur cette idée qu'on n'est pas dans la magie, hein. On est dans une équation à trois variables. Une donnée de qualité, et déjà la purification, la qualité de la donnée est un sujet informatique et technique déjà relativement complexe. Le choix même des données du carburant n'est pas trivial. Donc déjà, juste sur la manipulation de la matière première, on a déjà beaucoup de difficultés et de choix des données et de purification des données. Ensuite, le choix des modèles, et j'ai essayé de vous montrer avec mon petit exemple très simple que plusieurs modèles peuvent répondre à une même type de problématique avec des prédictions qui vont être sensiblement différentes. Et puis le sujet de la technologie. Oui, alors moi qui suis professeur en école de commerce, l'enjeu de l'intégration du numérique et du traitement de la donnée comme un élément structurant de basique dans la formation universitaire supérieure en management, de la même manière que la finance ou le marketing est exact. D'ailleurs, un certain nombre d'institutions du plus haut niveau tentent cette intégration de programmes technologiques, voire d'hybridation de programmes avec des usines drôle de lapsus, avec d'autres instituts de formation, parfois dans des spécialités différentes. Moi, je peux parler en ce qui me concerne d'HEC Paris, dans lequel on a un certain nombre de programmes mixtes réalisés avec des écoles d'ingénieurs. Et sur le sujet de la data science et de l'intelligence artificielle, nous, on a un programme master qui est réalisé avec Polytechnique, qui est une grande école d'ingénieurs que vous connaissez. Et donc, les professeurs mathématiciens et scientifiques de Polytechnique apportent leur incroyable expertise sur ces sujets, et les professeurs et intervenants d'HEC la leur sur les sujets de management. Et d'ailleurs, ce croisement, cette hybridation des connaissances technologiques et managériales est sans doute un facteur clé de succès. Et j'ajoute pour les étudiants qui m'écoutent que le sujet, au-delà des cours qui vous sont donnés ou pas sur ces sujets, moi je vous incite à être très curieux, à être en veille permanente, à lire sur des sites web ou acheter des livres pour bien comprendre les évolutions
le sens, et peut-être, si vous avez l'opportunité, dans vos stages ou vos premiers métiers, de voir fonctionner quelques outils, hein, ce sont des logiciels, hein. Je pense qu'effectivement, c'est un plus très, très significatif sur le CV. Mais Technomed, si j'ai bien compris, c'est l'association techno de Cage. Donc, j'imagine que vous êtes tout à fait au fait de ces sujets. J'ai l'impression que j'ai fait un peu le tour des questions. Il y a peut-être une dernière question dans le QNR, là, je vois que il s'est affiché en rouge. On aurait pu attendre. Ah, la blockchain. Alors, avant de parler de la blockchain, qui est un peu plus compliqué, on aurait pu attendre plus de l'IA dans l'épisode Covid. En fait, on n'a pas voulu voir, puisqu'il y a une start-up canadienne qui finalement a prévu dès le mois de fin novembre, début décembre, qu'il y avait une montée en puissance épidémique. Mais là aussi, je reviens peut-être à mon métier de base qui est le conseiller en stratégie. Cette crise du Covid, c'est ce qu'on appelle un signe noir. Signe noir, c'est un magnifique livre d'un auteur américain qui s'appelle Nassim Nicolas Taleb. Ce sont ces événements dont on ne peut pas prédire la survenue, on peut pas faire de statistiques sur leur probabilité de survenue, qui ont un impact systémique, ça touche tout le monde. Et derrière, on essaie par un biais cognitif classique de se dire on aurait pu faire mieux, on aurait pu prévoir. Et en fait, des signes existaient, mais on n'a pas pu imaginer l'impact de cette crise, dont finalement l'inattendu n'est pas tellement l'épidémie elle-même, mais la décision dans tous les pays du monde de confiner pratiquement la moitié de la planète. Et c'est ça vraiment l'énorme surprise, ça a été le choix politique de tous les pays du monde, de choisir, de faire un choix sanitaire et pas économique. Nous allons voir d'ailleurs que le prix économique va être lourd à payer, mais moi je trouve que c'était des décisions intéressantes. Donc l'IA avait donné des clés, mais on n'a pas su regarder. Alors, la blockchain, quelque part, on est dans la même filiation que l'intelligence artificielle, hein. Alors, sur un sujet qui est le cryptage de données, et ce cryptage réalisé aussi par des méthodes mathématiques. Alors aujourd'hui, de toute façon, on peut tout à fait lier ce sujet de la blockchain, qui est un sujet finalement de certification sans tiers de confiance par de la technologie. Initialement, d'ailleurs, c'était la certification des échanges de la crypto-monnaie Bitcoin. Et aujourd'hui, les usages de la blockchain sont, à mon sens, souvent des usages dans le domaine de la supply chain, de la logistique. Et on peut tout à fait lier la traçabilité rendue possible par des systèmes de blockchain et des sujets prédictifs par de l'IA sur du déplacement, sur des incidents, sur de la qualité ou de la non-qualité. Donc pour moi, je pense que les cas d'usage principaux que je verrai aujourd'hui sont liés beaucoup à la logistique. Et puis après, ils peuvent être liés aussi à la fraude ou à la détection de fraude ou à la prévention de la fraude dans des domaines bancaires ou financiers. Bien, je vous remercie aussi, je pense, pour cette transition qui est presque parfaite, parce que justement, on a un sujet sur la blockchain. Ouais, c'est ce que j'avais noté. Hein. Donc, dans les conférences. La personne qui va suivre sera Voilà. plus experte que moi pour vous ça. donner des cas d'usage spécifiques sur la blockchain. C'est ça, il y a des cas d'usage bien plus. Ça, on sera plus dans le détail évidemment cet après-midi. Évidemment. Donc à 15h. On vous invite évidemment. Et du coup, je voulais encore une fois vous remercier pour cette intervention. Il y a eu pas mal de petits retours aussi dans le chat, c'est plutôt positif. Donc merci beaucoup, Monsieur Casals, pour cette présentation. Merci à vous, c'était une belle initiative, donc j'espère qu'elle va continuer de la manière que vous souhaitez. Et donc je salue tout l'auditoire à qui je souhaite de prendre bien soin de vous et bon courage pour la suite des événements. Merci beaucoup et bonne continuation du coup. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.